Sur les 5 continents, voyager l'esprit léger. Une aventure humaine. Ses plus beaux portraits. Ah mais je suis pas si grosse. Ah si, quand même, vous avez chopé mes cuisseaux là. Ses plus beaux points de vue. Ses plus belles rencontres. Mais je me vois mal faire ça. C'est un vrai métier. Hein. Parce que l'ailleurs est plus proche de vous, faut pas rêver, le meilleur de tous les voyages, à 20h35 sur France 3. Retrouvez Faut pas rêver avec Banque Populaire. Bienvenue dans le 12-13. Bonjour à tous. Voici nos titres. Éric Woerth, plus que jamais dans la tourmente. Le ministre du Travail a reconnu être intervenu dans l'attribution de la Légion d'honneur à Patrice Demestre. Le PS demande sa démission et à quelques jours du débat sur les retraites, les syndicats se disent troublés. Éric Woerth peut-il continuer à mener cette réforme ? Le président Sarkozy va-t-il continuer à le soutenir ? Question que nous poserons au porte-parole de l'UMP, Dominique Paillet, qui dénonce, lui, une chasse à l'homme. Polémique après la remise en liberté du second braqueur présumé du casino d'Uriage. Le parquet a aussitôt fait appel et le ministre Brice Hortefeux se dit vivement indigné. Une nouvelle arme contre le cancer du sein. Une intervention permet de détruire les cellules cancéreuses en réduisant la durée du traitement et en limitant les effets secondaires. Une révolution. Écoutez. Épargner 6 semaines et demie pour des patients, je répète, bien sélectionnés, 6 semaines et demie de traitement, c'est très positif pour les patientes. Dans ce journal, nous irons aussi à Lille. Lille qui s'apprête à accueillir sa grande braderie annuelle. Quelques visiteurs sont attendus, autour de 2 millions de personnes. Nous retrouverons Camille Boudin sur place, en direct. Et puis, suspense à Clairefontaine. Quel capitaine pour les Bleus qui vont affronter ce soir la Biélorussie. Le premier match des éliminatoires de l'Euro 2012. On attend la composition de l'équipe dans les heures qui viennent. Faut-il sauver le soldat Woerth ? Autrement dit, le président Sarkozy va-t-il continuer à soutenir son ministre du Travail de plus en plus fragilisé par l'affaire Bettencourt ? Hier, il a reconnu être intervenu dans l'attribution de la Légion d'honneur à Patrice Demestre. À quelques jours du débat sur les retraites, les syndicats parlent d'un vrai problème. Stéphane Grand, Marc Félix. De plus en plus fragilisé, Éric Woerth continue pourtant son tour de piste. Ce matin, il était à l'université d'été du MEDEF pour parler du dossier des retraites. Et comme si de rien n'était, sur le mode de la presque plaisanterie, il parle de son proche avenir. Mobilisé, disons à 120%, et d'ailleurs c'est la première fois qu'on dit ça. On vous retrouve, Éric Woerth, dans l'hémicycle pour le début du débat. On me retrouve dans l'hémicycle, il vaudrait mieux, oui, parce que si j'y suis pas, il n'y a pas de débat. Oui. Avant l'arrivée du ministre du Travail, les patrons étaient plongés dans la lecture d'une interview croisée entre Bernard Thibault et François Chérèque, où les deux principaux leaders syndicaux estiment que le maintien d'Éric Woerth au gouvernement pose problème. Moi, je travaille avec les interlocuteurs qu'on me donne, mais or, je constate que ce ministre n'a pas le temps, visiblement, de travailler avec nous. Est-ce qu'il peut, en même temps, se défendre, ce qui est un droit légitime, et porter la réforme qui est, soi-disant, la réforme du quinquennat. Ce problème de M. Woerth est en train de masquer le vrai débat de fond. Éric Woerth en position de plus en plus délicate, surtout depuis hier, où il a reconnu avoir demandé par courrier à Nicolas Sarkozy en mars 2007 d'attribuer la Légion d'honneur à Patrice Demestre. Ce dernier est chargé de gérer la fortune de Liliane Bettencourt. Un aveu de trop pour l'opposition, qui pour la première fois hier a demandé la démission d'Éric Woerth. Nous demandons aussi au président de la République, pour le bon fonctionnement des institutions, qu'il prenne ses responsabilités par rapport à M. Woerth. Sa démission ? C'est lui qui décide. C'est au président de la République de décider. Maintenant, il ne peut plus fuir et se cacher. Il doit prendre ses responsabilités, celles de chef de l'État. Face à la pression croissante, Matignon s'est fendu tard hier soir d'un nouveau communiqué de soutien, où François Fillon renouvelle sa confiance à Éric Woerth. Il est précisé qu'il mènerait à terme la réforme des retraites. Et Dominique Paillet nous a rejoint, le porte-parole adjoint de l'UMP. Dominique Paillet, bonjour d'abord. Bonjour. Vous venez de dénoncer une chasse à l'homme. Alors, qui sont les chasseurs ? La gauche, les syndicalistes, les journalistes, ça fait beaucoup de monde. Oui, ça fait beaucoup de monde, mais ça n'est pas pour cela que c'est une situation acceptable. Bien au contraire, Éric Woerth n'a rien à se reprocher. Il n'a
en aucun cas agi dans l'illégalité. Il mène avec compétence et autorité... Il a tout de même reconnu être intervenu sur cette Légion d'honneur, ce qu'il avait nié dans un premier temps. Écoutez, je ne l'ai pas vu nier ce type d'allégation depuis le début de l'affaire. Donc moi, je fais confiance à Éric Woerth. Il est compétent, il mène un dossier difficile, il reçoit les syndicats à leur demande régulièrement et il traite avec eux. Je suis d'ailleurs assez surpris d'entendre M. Chérec tenir des propos inverses. La discussion parlementaire s'ouvre la semaine prochaine. Il la conduira à son terme, le Premier ministre l'a rappelé. Et pour cela, il a évidemment à sa disposition la confiance du Président de la République, c'est nécessaire, la confiance du gouvernement et l'appui du gouvernement, c'est indispensable, et surtout le soutien de la majorité de l'UMP. Justement, si demain, le chef de l'État, le président Sarkozy, décide de retirer ce dossier des retraites à Éric Woerth, vous direz donc que le chef de l'État a injustement lâché son ministre du Travail ? Le chef de l'État est souverain dans ses décisions. Mais aujourd'hui, je ne vois pas, à mes yeux en tout cas, ce qui pourrait justifier d'un tel acte. Voilà 2 mois maintenant qu'Éric Woerth connaît cette pression. Vous le connaissez bien. À votre avis, est-ce qu'il peut tenir le coup ? C'est un ami. Je n'aimerais pas être à sa place. Je lui envoie régulièrement des messages de soutien. C'est un homme courageux. Il tiendra. Et une dernière chose, je reviens à cette question que je vous ai posée tout à l'heure. Comment vous expliquez qu'Éric Woerth est finalement reconnu être intervenu dans cette attribution de Légion d'honneur à Patrice Demestre, alors que dans un premier temps, il l'a nié, il l'a dit « je ne m'en souviens pas ». Aujourd'hui, il s'en souvient. Écoutez, il dit la vérité et il a toujours dit qu'il disait la vérité. Je n'ai aujourd'hui aucune raison de mettre ses propos en doute. Et vous verrez, ça n'est pas le premier à être chassé comme cela. Et à chaque fois qu'il y a eu querelle contre un homme, il a été blanchi de tout soupçon. Merci. Merci Dominique Payet de nous avoir rejoints ce midi dans le 12-13. Tentaculaire affaire Bettencourt, il y a donc ce volet Woerth, mais il y a aussi l'enquête sur les abus de faiblesse présumés contre la milliardaire Liliane Bettencourt. Rebondissement, une lettre confirme un accord, une entente entre sa fille et son ex-comptable, Laurent Bérou, Nathalie Berthier. C'est une confirmation dans le conflit qui oppose Françoise Bettencourt-Meyers à sa mère. Françoise Bettencourt a passé un accord secret avec la comptable de sa mère en juillet 2007. Interrogée à plusieurs reprises par la police, Claire Thibault ne l'a d'ailleurs jamais nié. Inquiète des agissements de François-Marie Bagné, le cher protégé de la milliardaire, la comptable en informe sa fille et obtient l'assurance de toucher 800 000 € en cas de licenciement. La lettre publiée ce matin par Le Figaro précise les détails de cet engagement. Nous pouvons imaginer la situation délicate dans laquelle vous vous trouvez et sommes de ce fait sensibles à votre engagement de nous apporter le moment venu votre concours et nous vous en remercions. Cette lettre confidentielle n'est pas un scoop, selon l'avocat de la comptable, qui y voit une diversion alors qu'Éric Woerth est dans la plus grande difficulté. Ma cliente dit la vérité et c'est cela qui compte. Ce qui compte, ce n'est pas cette lettre et l'indemnité légitime qu'elle a reçue. Ce qui compte, c'est de savoir si son témoignage est sincère et véritable, ce qui est le cas. Alors, comme évidemment ce témoignage gêne beaucoup, notamment le pouvoir, mais également l'ensemble de l'entourage de Mme Bettencourt, eh bien on s'en prend à Mme Thibault en essayant de la discréditer. Suite aux confidences de Claire Thibault à Françoise Bettencourt, 5 mois plus tard, celle-ci dépose plainte contre François-Marie Bagné pour abus de faiblesse. En décembre 2007, c'est le début de l'affaire Bettencourt. En colère, Brice Hortefeux, le ministre de l'Intérieur, indigné après la remise en liberté du second braqueur présumé du casino d'Uriage-les-Bains. L'homme a été libéré et placé sous contrôle judiciaire après avoir été mis en examen. Le parquet a aussitôt fait appel. Julien Gasparuto, Michel Anglade. Monsif Gabour est aujourd'hui un homme libre. Placé sous contrôle judiciaire, le braqueur présumé réside chez son frère avec obligation de pointer 2 fois par semaine au commissariat. Les policiers grenoblois traquaient sa piste depuis 1 mois et demi. Ils se disent écœurés. Il y a une décision d'un magistrat qui est, pour ce qui nous concerne, totalement incompréhensible et qui a des conséquences extrêmement graves. La remise en liberté, c'est un signe fort lancé au milieu délinquant à Grenoble. Je vous dis encore une fois, on considère que là, c'est le travail des policiers qui est balayé d'un revers de main. Monsif Gabour, 25 ans, est suspecté d'avoir participé au braquage du casino d'Uriage dans la nuit du 15 au 16 juillet dernier. Il avait été interpellé mardi dernier et mis en examen pour vol à main armée et tentative d'homicide involontaire.
Pourquoi alors le libérer ? Selon nos informations, le juge des libertés de Grenoble ne disposerait d'aucune preuve matérielle pour justifier sa culpabilité. Les syndicats de policiers là, veulent créer une guerre police-justice. Il n'y a pas de guerre police-justice, il n'y a pas de décision politique de remise en liberté. On n'est pas du tout dans ce cadre-là. On est dans un cadre où il y a des éléments qui sont rassemblés, enfin je parle de manière générale, des éléments sont rassemblés et les magistrats évaluent les charges. Ce n'est pas aux enquêteurs de décider qui va être placé en détention. Sinon, on supprime la justice et on rentre dans un système autoritaire. Au sein du gouvernement, cette décision de justice ne passe pas. Le ministre de l'Intérieur, Brice Hortefeux, a fait part de son indignation. La garde des Sceaux, Michèle Alliot-Marie, a elle demandé au parquet de Grenoble de faire appel de cette remise en liberté. Il s'agit d'une personne qui a été mise en examen par un juge d'instruction pour des faits extrêmement graves, notamment de tentatives de meurtre sur des policiers. Le ministre souhaite que la cour d'appel examine la demande du parquet et du juge d'instruction de placer cet individu en détention provisoire. Monsif Gabour a toujours nié avoir participé à l'attaque du casino. Le braquage s'était soldé par une fusillade avec les forces de l'ordre, provoquant la mort de l'un des malfaiteurs présumés. Son décès avait entraîné plusieurs nuits de violence dans le quartier de la Villeneuve. C'est une première médicale en France, un espoir pour toutes les femmes victimes du cancer du sein. À Nantes, le centre de lutte contre le cancer s'est doté d'un équipement de pointe. Il permet de traiter la maladie le plus efficacement possible, tout en réduisant les effets secondaires. Émilie Langlade, Frédéric Grinchec. C'est une innovation qui pourrait bien révolutionner le traitement du cancer du sein. Après avoir enlevé la tumeur cancéreuse, cette équipe médicale nantaise va immédiatement exposer la glande mammaire au rayon X. On va bien écarter la peau pour la protéger au maximum. Voilà la nouveauté. Le chirurgien place cet applicateur en forme de sphère directement là où était logée la tumeur. Une installation qui permet d'envoyer en interne un rayonnement très ciblé sur la zone à traiter sans altérer les cellules saines. Les rayonnements X de cette énergie-là ne vont pas très loin en profondeur. Et ils sont censés tuer les cellules cancéreuses microscopiques qui n'ont pas été enlevées par l'intervention chirurgicale. Pour la patiente, l'intérêt est évident. Tout est traité en une fois et de façon beaucoup plus précise. Le traitement a démarré là. Voilà, et on en a pour un petit peu plus de 20 minutes et 30 secondes, qui correspond à la dose à délivrer en tenant compte de la taille du diamètre de la sphère que vous avez vu. Encore en phase d'essai, cette technique américaine est pour l'instant réservée aux patientes de plus de 60 ans, moins sujettes aux récidives et qui présentent de petites tumeurs. Cette radiothérapie au cours de l'intervention allège la prise en charge. Elle réduit la durée des traitements et évite ainsi les effets secondaires, souvent lourds, des radiothérapies habituelles. D'épargner 6 semaines et demie pour des patients, je répète, bien sélectionnés, 6 semaines et demie de traitement, c'est très positif pour les patientes, effectivement. Ces médecins nantais espèrent qu'à terme, la méthode pourra s'appliquer à un plus grand nombre de patientes, touchant une femme sur 10, le cancer du sein est le cancer le plus fréquent chez la femme. En Grande-Bretagne, ça n'est pas banal. Un Premier ministre en congé paternité. David Cameron et son épouse Samantha viennent de présenter leur dernier enfant. Ici, la petite Florence Rose, et le chef du gouvernement a tenu à vivre pleinement cet heureux événement, en s'éloignant du pouvoir pendant 2 semaines, comme la loi le lui permet. C'est le vice-premier ministre Nick Clegg qui tiendra les rênes en son absence. On vient en France, il ne manque pas d'imagination. Les arnaqueurs sur Internet, attention, si vous recevez un mail envoyé par le fisc vous annonçant un remboursement d'impôts et vous demandant, entre autres, vos coordonnées bancaires, méfiez-vous, c'est un faux. Dominique Dumas, Fabienne Blévis. Si vous voyez ce message électronique affirmant que votre percepteur veut vous rembourser, ne l'ouvrez pas, c'est un faux. En fait, un fraudeur veut vous soutirer de l'argent. Ces techniciens traquent sur la toile les arnaques comme celle-ci. Ils ont l'habitude de ces phishing ou hameçonnages et savent comment reconnaître et déjouer les tricheurs. Il y a un petit détail en fait qui doit vous alerter. Par exemple, dans ce mail, il y a une faute de grammaire dans la dernière phrase. Par exemple, la soumission des dossiers non valides ou inscrivez après la date limite. Il manque un verbe, il manque des mots. Donc là, l'administration fiscale en général ne le fait pas. Des fautes d'orthographe ou de syntaxe qui prouvent une mauvaise connaissance du français. Une escroquerie pouvant provenir de l'autre bout du monde. La preuve, votre nom et votre adresse sont inconnus des tricheurs. On arrive sur un site qui ressemble exactement dans sa mise en page au site officiel de l'administration fiscale par exemple. Et à ce moment-là, on nous demande nos noms, prénoms, etc. et notre numéro de carte bleue.
Le fisc ne demande jamais de numéro de carte bancaire par le biais d'Internet. L'administration prend très au sérieux cette attaque cybernétique. Une plainte est déposée. La nouveauté, c'est que ça concerne l'administration d'État et en plus l'administration fiscale, quelque chose de particulièrement sensible. Donc c'est une opération qui a été préparée, qui n'arrive pas au hasard parce qu'à la sortie des impositions, et c'est ce qui rend l'opération particulièrement choquante. Ça ne ressemble pas du tout au service public, c'est surtout pas le service public. Le service public, lui, c'est le contact direct qu'il préfère. D'autres organismes et des banques ont été également frappés par ces attaques. Ils ont mis en place des parades pour protéger les internautes. Vous voulez que vos enfants soient bien équipés pour la rentrée et vous voulez aussi protéger l'environnement. Eh bien, c'est possible avec les fournitures scolaires vertes, écolo. Mais comment dénicher ces produits et surtout ne seraient-ils pas plus chers? Réponse de Claudine Gilbert et Yvon Bodin. Le supermarché, dernière étape d'une rentrée écolo. Car le premier réflexe, c'est d'inventorier et de réutiliser tout ce qui peut l'être afin d'acheter le minimum. Seul repère fiable en magasin, les produits labellisés. Vous voyez par exemple ce type de papier, on reconnaît qu'il est NF Environnement grâce à ce petit logo. Et vous pouvez le retrouver également sur de la papeterie comme celle-ci, qui est donc à des prix intéressants puisque c'est dans les premiers prix. Voilà, attention aux pièges, comme ces logos verts non contrôlés. Seuls les labels officiels certifient une démarche écolo complète. On sait que c'est en papier recyclé, donc en effet c'est un bel effort puisque c'est déjà quelque chose de positif d'utiliser un papier recyclé, mais ça ne va pas aussi loin qu'un écolabel. Équerre incassable en aluminium, stylo rechargeable en plastique recyclé. Pour le matériel, un seul mot d'ordre, le durable. Ce qu'on pourrait donner comme petit conseil sur tout ce qui est feutre et crayon de couleur, c'est apprendre aux enfants à prendre soin de leur matériel. C'est aussi un peu écologique finalement que de prendre soin de ses affaires. Désormais, le consommateur a plus de choix. L'offre de fournitures vertes s'est diversifiée, même si elle reste trop chère, plus du double d'un panier classique selon une étude de France Nature Environnement. Souvent les marques utilisent l'écologie comme un argument marketing et justifient un gonflage des prix qui est démesuré par rapport au coût de production et de distribution. D'autres fournitures plus respectueuses de l'environnement se sont déjà démocratisées, comme la colle. Même les marques distributeurs offrent désormais des colles premier prix sans solvant toxique. Vous vous en doutiez peut-être, il est interdit d'expédier par la poste des animaux vivants. Mais il y a deux exceptions pour les abeilles et les vers à soie. Direction l'Auvergne, où les apiculteurs ont souvent recours à cette pratique pour le transport de leurs reines. Richard Beaune, Julien Lecoq. Laurent Siméon, distributeur de matériel apicole, prépare son courrier. Là, je suis en train de donc emballer les rennes pour les expédier un petit peu partout en France. Là, c'est un apiculteur qui nous a commandé 3 rennes. Elles doivent repartir le jour même pour être le moins longtemps possible en dehors de la ruche. Par la poste. Par la poste, oui. C'est écrit dans le règlement de la Poste. L'abeille est l'un des seuls êtres vivants qu'on peut envoyer par courrier. Pour le transport des rennes, c'est la méthode la plus pratique. Sa Majesté se déplace avec ses plus fidèles serviteurs dans une petite boîte spécialement conçue pour ça. Si on n'avait pas la poste ou si on n'avait pas un transporteur donc adéquat, ce serait compliqué. Ils seraient obligés de faire la route, les apiculteurs, et les transports seraient beaucoup plus longs. Et ils perdraient beaucoup de temps à un moment crucial de l'activité apicole. 2 jours plus tard, au maximum, le colis arrive à destination. Nous sommes aux Ancises, chez l'apiculteur, et c'est la factrice qui lui livre ses 3 rennes. Et voilà, merci. la lettre Max. D'accord. Donc voilà, je vais vérifier si mes rennes sont en bon état. Malheureusement, si on veut avoir des rennes, disons, à cette époque de l'année, on n'a pas d'autre solution. Parce que là, les rennes arrivent, elles sont fécondées, alors que si on faisait par voie naturelle, ça prendrait trop de temps, la saison étant très avancée. C'est assez courant dans la profession, beaucoup d'apiculteurs utilisent les services de la Poste. Il y a trop peu d'éleveurs de rennes en France. Cette pratique fait donc gagner du temps et de l'argent à l'apiculteur, qui peut rester près de ses ruches. Direction maintenant Lille, qui s'apprête demain, mais dimanche, à accueillir sa fameuse braderie annuelle. 2 millions de personnes attendues, ça fait du monde. Sur place en direct, on retrouve Camille Boudin. Bonjour Camille. Alors dites-nous, est-ce que tout est prêt pour accueillir ces 2 millions de visiteurs ?
Alors écoutez Samuel, normalement le coup d'envoi officiel de la braderie c'est le samedi 15h, tout le monde le sait, mais en pratique évidemment cela commence toujours bien plus tôt. Les années précédentes on voyait déjà des bradeux vendre, acheter sous le manteau un petit peu le vendredi soir à la nuit tombée. Et cette année si vous regardez derrière moi, eh bien, vous verrez que c'est déjà parti et bien parti depuis tôt ce matin même. On a déjà déballé, on farfouille, on magouille, on marchande, bref, peu importe les arrêtés municipaux, ceux qui veulent vendre veulent le faire vite et au plus offrant. Et ceux qui veulent acheter déjà, eh bien, ce sont souvent des collectionneurs acharnés qui sont prêts à tout pour devancer la radia de demain et pour dénicher la belle affaire. Alors les plus nombreux ce matin, ce sont les antiquaires étrangers parce que figurez-vous qu'à l'étranger, eh bien, le bibelot français se vend à prix d'or. Bref, pour vous donner une idée de l'ambiance, ici, c'est à mi-chemin entre la fête à Neuneu et l'hôtel Drouot. Merci Camille pour tous ces bons tuyaux en direct de Lille qui s'apprête à accueillir sa grande braderie annuelle. Pour les enfants, c'était hier. Pour nous, à France Télévisions, la rentrée, c'est aujourd'hui. Il y a quelques minutes vient de s'achever la conférence de presse de la nouvelle direction du groupe, emmenée par Rémi Pfimelin. Quelle nouveauté pour cette rentrée, notamment sur France 3, Thierry Choupin. Le mois de septembre est le mois des changements à la télévision. Et France Télévisions a présenté ce matin sa nouvelle grille de programme. Toujours soucieux de proximité, France 3 lance une nouvelle émission présentée par François Pêcheux, direct chez vous, dès 13h, une mise en valeur de la vie quotidienne en région, un des souhaits du nouveau président de France Télévisions. Ça promet. Nous devons aujourd'hui continuer à travailler sur cette proximité et là aussi, inventer par rapport au territoire tel qu'il se dessine actuellement, une télévision qui corresponde à notre temps et c'est un défi formidable. Autre innovation, un Thalassa nouvelle génération, mais toujours avec Georges Pernou. Dès le 10 septembre, un nouvel équipage sur les 5 continents. Le monde de la mer n'est pas très connu, qu'il y a la moitié du monde qui en vit, il ne faut pas oublier, voire même un peu plus de la moitié du monde. Nous, on est à peu près peinards, on a l'un des plus beaux littoraux au monde. Mais finalement, ça permet de se recaler par rapport au reste du monde. Changement également dans les sessions d'information, avec la préparation d'un nouveau Soir 3 dans quelques semaines. Un Soir 3 sans Carole Gessler, qui assurera dès lundi la présentation du 19-20. Mon ambition, et je crois que c'est celle de toute façon de l'information de la 3, c'est d'être dans la proximité des préoccupations des Français. Et je suis heureuse d'être là. Un regard plus bleu sur l'actualité ? Ouais, je sais pas, plus bleu. Il s'est délavé depuis. Quant au 12-13, il a déjà fait sa propre rentrée avec un nouveau présentateur que je vous laisse découvrir. C'est vrai, le nouveau présentateur du 12-13 sur France 3, eh bien, c'est lui. Avant de nous quitter, un véritable casse-tête pour Laurent Blanc. Entre les blessés, les exclus, quelle équipe de France alignée pour le premier match des éliminatoires de l'Euro 2012 et puis surtout quel capitaine choisir pour le match de ce soir contre la Biélorussie. Christian Réunif, Denis Bassompierre. Cela faisait longtemps que l'on ne les avait entendus rire. C'était hier sur le stade Michel Platini à Clairefontaine. Un entraînement et une question. Quel est le profil du futur capitaine ? Penser aux autres avant de penser à lui. Penser au collectif avant de penser à l'individuel, etc., etc. Être un leader. Vous savez, être un leader, ça ne s'explique pas. Vous l'êtes ou vous ne l'êtes pas. C'est comme ça. On ne vous fabrique pas. Il frappe à la porte du capitanat. Florent Malouda, le joueur de Chelsea est l'un des rescapés du bus de Naïsda en Afrique du Sud. Il flambe dans le championnat anglais et son expérience est un atout supplémentaire pour le poste de capitaine. Ça vaut cher. Hein. Champion d'Angleterre. Le fait d'être ancien, ça ne vous donne pas des droits. Ça vous donne peut-être plus de responsabilités parce qu'on attend plus de vous. Mais pour moi, ce n'est pas un droit et ça ne m'octroie pas une place d'honneur. C'est pas comme au Muppet Show, hein. Vous avez 2 places réservées pour les petits vieux. Non, il faut être à la hauteur. Il faut être à la hauteur. Avec Florent Malouda, ils sont 3 légitimes à postuler au capitanat. Philippe Mexès et Alou Diarra. Philippe Mexès est le premier capitaine nommé par Laurent Blanc. C'était face à la Norvège. Alou Diarra a connu le sélectionneur quand Laurent Blanc officiait à Bordeaux. Au moment de sa nomination, le successeur de Raymond Domenech avait indiqué qu'il ferait tourner le brassard. Ce soir, les Bleus débutent une nouvelle aventure face à la Biélorussie avec une nouvelle équipe et un nouveau capitaine.
Enfin, une pensée pour nos 2 confrères de France 3 et amis, Hervé Guéquière et Stéphane Taponnier, et leurs 3 accompagnateurs, 248 jours qu'ils ont été enlevés en Afghanistan. Nous ne les oublions pas. Merci de nous avoir suivis. Dans un instant, la météo. L'info, elle revient dans le 19-20 avec Catherine Matauche. Passez un bon week-end. Prenez soin de vous.